Bonjour, Anne Savignon, je suis responsable depuis quelque temps maintenant d'un nouveau service qui a été créé au sein du CIEN, Transition énergétique climat, où justement on accueille une mission précarité énergétique. Et en parallèle, donc ça sur un mi-temps, et en parallèle, je suis responsable de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la Nièvre. Donc là, je ne suis plus dans une collectivité, mais dans une association en 1901 qui porte un espace info-énergie. Donc voilà, avec mes deux casquettes, l'objectif commun, c'est la transition énergétique et un des dénominateurs communs, c'est aussi justement la lutte contre la précarité énergétique. Je vais souvent imbriquer mes deux missions, que ce soit à l'agence locale ou au syndicat d'énergie, mais encore une fois, c'est le même combat. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand même de montrer l'action d'un syndicat d'énergie. En France, il y a quelques syndicats d'énergie qui s'investissent dans la lutte contre la précarité énergétique. Certainement pas assez. D'ailleurs, on en parlait ce matin avec mon directeur adjoint au CIEN, et c'était un peu un constat. En Bourgogne-Franche-Comté, peut-être que des efforts pourraient être faits dans ce sens-là. Alors déjà, vous présenter le contexte en Nièvre. Donc, vous le savez, département très rural. J'insiste fortement parce que je pense qu'il y a vraiment une particularité à la fois de caractéristiques et de traitement de la précarité énergétique en milieu urbain et en milieu rural qui diffèrent. En termes de caractéristiques, pour faire un focus, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, un fort taux de propriétaires occupants. Je crois qu'on a plus de 60% de propriétaires occupants de maisons individuelles, puisqu'on est plutôt sur de la maison individuelle aussi en Nièvre. On a affaire de fait à des grands logements anciens, énergivores, peu occupés aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure, mais le fait d'aller faire des visites à domicile, ça nous a aidé à mieux caractériser les situations et à se rendre compte rapidement qu'on avait beaucoup de grands logements, 120, 150, voire 200 mètres carrés, avec des personnes âgées qui vivent seules dedans ou alors à deux grand maximum. Donc, avec une vraie problématique pour chauffer ces grands logements. Donc, on a essayé d'apporter des réponses, on en parlera peut-être tout à l'heure. On a aussi affaire à un mix énergétique qui est quand même très contraint, très réduit. Vous voyez sur la petite carte centrale, on a toute la partie occidentale c'est toute cette grande frange qui est pour nous le Val-de-Loire, donc zone la plus peuplée, une forte concentration de villes et en gros on a plus d'un tiers des habitants qui habitent ici, voire même plus. Et donc on a le choix entre un mix énergétique très très large, gaz, électricité, bois, etc., fuel, etc. Alors que plus on va se déplacer dans le centre, qui est très rural, et encore plus à l'est, où on a le Morvan, là, effectivement, on n'aura plus de réseau gazier, et on va être contraint à utiliser le propane, donc énergie très chère, le fuel très cher, polluant, et qui va être éradiqué, et l'électricité, donc au secours, catastrophe dans le Morvan, et même dans le centre nivernais, et enfin le bois. Donc, on est quand même assez limité en termes de choix énergétiques et c'est une vraie problématique. On a affaire aussi à une population qui effectivement est âgée et à très faible revenu. On a déjà de la précarité tout court. Et encore une fois, quand on est au RSA, on a beau faire très attention à ses factures d'énergie, on a beau se priver, etc. Malheureusement, on est souvent en précarité énergétique au sens des indicateurs qui ont été retenus au niveau national. On a une double peine effectivement liée à la mobilité. Alors, je sais qu'Alter avait réalisé des cartes qui étaient vraiment très très bien. Il y a une petite dizaine d'années ou un peu moins, où on avait à la fois la carte de la précarité énergétique liée à l'habitat et une autre liée à la mobilité. Et les cartes, elles étaient un petit peu justement différentes et inverses, puisque la précarité liée à la mobilité en
en département rural, c'est plutôt en périurbain. On va faire des grands trajets pour se rendre sur la commune un peu centre, la ville. Et donc, c'était un petit peu différent de l'habitat. On a affaire à un climat humide et froid. Alors, encore une fois, enfin, moi, je suis originaire d'un climat froid. Quand il fait froid et sec. Sauf que là, on a de l'humidité, on a du vent et de l'humidité. Et je crois que l'humidité, c'est plus terrible que le froid, je pense, parce que c'est insidieux. Voilà, on sait qu'il y a des pathologies derrière et il faut la chasser, cette humidité. Et voilà, c'est pas toujours bien fait. Encore une fois, des logements anciens, plutôt anciens. Donc, malheureusement, tous ces facteurs se combinent pour nous donner un très fort taux de précarité énergétique. Alors, effectivement, merci Benjamin de l'ORECA. On a comme données en 2011, issues de l'Observatoire de l'ONPE, un taux de précarité énergétique à pratiquement 24% en Nièvre, alors qu'on était pratiquement à 21% en moyenne régionale. Et surtout, c'est la carte qui apparaît au milieu de la Nièvre avec toutes ces couleurs. Hein. Plus c'est orange, plus c'est foncé, plus forcément on a un fort taux de précarité énergétique. Donc, on a réalisé une étude de stratégie énergétique, le CIEN et le département en 2013 et 2015, qui ont permis d'avoir pour la première fois des chiffres, des statistiques sur la précarité énergétique en Nièvre. Et là, on s'est aperçu que les indicateurs nous donnaient, donc pour le taux d'effort énergétique à 15% si on allie logement et mobilité, voilà, c'est des horreurs aujourd'hui, puisque si je ne prends que le taux lié au logement, en 2020, la prévision était de 25% des ménages concernés. Uniquement pour le logement. Et si on voilà. Et alors pardon, en 2015, on était à 25% et en 2020, on arrivait à 33%. Donc ce chiffre 33%, c'est très important. Ça veut dire que quand on est trois dans une salle ou n'importe où, il y a une personne sur trois qui est concernée par la précarité énergétique. Donc ça fait peur, mais en même temps, il faut en prendre conscience. J'ai beaucoup aimé les présentations précédentes. Notamment, ça m'a amené à réfléchir et à se dire qu'il y a vraiment une prise de conscience et qu'il faut toucher tout le monde. Là, j'entends que les entreprises s'impliquent aussi, et je pense qu'on a aussi un vrai souci de valeur à poser sur la précarité énergétique. Donc, certains le voient de manière très négative. Alors, on parle de vulnérabilité parce que c'est déjà plus doux comme vocabulaire que la précarité. Mais donc c'est vrai que dans la Nièvre, c'est pas très sexy de dire on a un des plus forts taux de précarité énergétique de France. C'est pas très attractif à l'heure où on veut attirer des nouvelles populations. Néanmoins, le problème il est là, donc il faut aujourd'hui s'y pencher sérieusement. Donc c'est une affaire des décideurs, mais tout le monde finalement. C'est une affaire de citoyenneté et pour moi c'est une affaire de valeur. Et quand on cite par exemple l'entreprise Weldom qui vendent du pétrole et donc qui est une horreur pour, par rapport à la précarité énergétique, mais qui en même temps informe ses consommateurs, ses clients, je dis bravo, ça veut dire que l'entreprise, elle s'est mise aussi en marche et qu'il faut effectivement petit à petit irradier et toucher un peu tout le monde, donc c'est bien. Donc, autre indicateur rapidement, j'avais pioché cet élément-là en 2015, la part des propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANA. Effectivement, vous voyez, Bourgogne-Franche-Comté, on était, nous, sur l'échelle de 40 à 45% de ménages concernés. Pour nous, c'est un indicateur important, hein, je le dis souvent au niveau d'Alter et d'Oreca, parce qu'on n'arrive pas à avoir ces chiffres de la DREAL, de la DDT, on n'arrive pas à les avoir et c'est très important ensuite pour pouvoir monter des programmes d'intervention. Et enfin, autre critère, l'étude de stratégie énergétique nous a montré que en 2013, on avait les 2/3 des résidences principales qui étaient en étiquette énergie E, F ou G. Donc, c'était très compliqué. Alors, pourquoi le CIEN s'engage? Déjà, ça fait de nombreuses années, il a démarré notamment en abondant le Fonds de solidarité logement, le FSL. Il a d'abord, en tant que syndicat d'énergie, une mission de contrôle des fournisseurs d'énergie, à l'époque sur les tarifs sociaux, sur les coupures, les réductions de puissance, etc. Et il travaille au service des collectivités.
Donc, à ce titre-là, il est légitime aussi pour intervenir. Et encore une fois, il faut plutôt encourager les syndicats d'énergie à intervenir auprès des collectivités et sur les territoires. Donc cette fameuse stratégie énergétique que nous avons produite il y a quelques années, donc a établi ce diagnostic. Je parlais du FSL, donc cela fait 12 ans que le CIEM abonde. Il abonde peut-être pour sa part à hauteur de 30 000 euros sur un fonds qui est au niveau de l'énergie à plus de 250 ou quelque chose comme ça, 1000 euros, mais néanmoins c'est quand même un geste important. Il faut savoir qu'il y a certains syndicats d'énergie qui refusent d'abonder, ça s'entend aussi. Parce qu'effectivement, la question, c'est est-ce que c'est pas aux fournisseurs d'énergie dont les prix s'envolent en permanence et parfois avec des actionnaires derrière, d'abonder plus largement le FSL quand on sait qu'aujourd'hui, c'est simplement les fournisseurs d'énergie historiques pratiquement qui abondent le FSL. Que font les autres? Il y a quand une loi qui obligerait tous les fournisseurs d'énergie d'abonder le FSL? Je ferme la parenthèse. Et donc, par rapport à ce travail-là qui est fait depuis plusieurs années, à la fois d'observation, d'essayer de comprendre un petit peu, il m'avait été demandé en 2012-2013 de faire un état des lieux des fonds de petits travaux qui existaient au niveau national, des fonds départementaux, DFD, STAM, enfin voilà, qui portent plusieurs noms, que l'ADEME d'ailleurs à l'époque avait recensé et elle avait établi un document qui était très bien fait. Le CLER au niveau national il les a aussi recensés avec le réseau Rappel. Et donc j'avais fait ce travail un peu de recherche et pour aboutir à tout l'intérêt que présentaient ces fonds de petits travaux, non pas trop pour l'abondement financier, pour pouvoir aller financer des travaux qui ne sont pas déjà éligibles aux aides de l'ANA. Mais nous, tout de suite, on a vu l'intérêt, c'était de monter quelque chose un peu à notre main et surtout de générer des visites à domicile. Parce que pour moi, l'essentiel est là. On peut en parler, je dirais, de Paris ou de Nevers, de très loin. Tant qu'on n'est pas allé voir ce qui se passe dans les logements et auprès des ménages, je crois qu'on n'a pas vu la vraie réalité. Et ça, c'est important pour tout le monde. Donc, on a mis en place ce fonds Nivernais. On l'a fait encore une fois à notre main. On a fait un peu une étude de tous les règlements qui existaient pour en faire une synthèse et l'adapter très localement. Et tout de suite, on est allé voir le département, alors plutôt justement le service d'action sociale, la direction d'action sociale qui gérait le FSL, pour dire il faut qu'on monte ce fonds ensemble. Donc, ce que l'on a fait, on a établi un premier règlement, on a mis en place une commission mensuelle qui examinait les demandes d'orientation et surtout, on s'est organisé, je reprendrai tout à l'heure, pour aller faire les visites. Ensuite, on a donc communiqué aussi, je le montrerai tout à l'heure sur les tarifs sociaux, mais on a rapidement recruté un ou une ambassadrice de l'énergie. Alors à l'époque, c'est vrai que encore une fois, il y avait des aides comme les aides emploi d'avenir. Donc là aussi, clin d'œil, c'est dommage, ces dispositifs n'existent plus. Et à l'époque, on avait recruté un ambassadeur d'énergie, un jeune, donc pas facile à recruter parce qu'il faut vraiment que le jeune soit investi, ait des vraies convictions sociales, environnementales, de l'empathie pour les ménages. Et donc, on a pu recruter grâce aux aides emploi d'avenir qui ont disparu, mais rapidement, on a réorienté le financement du poste vers le SCLIM au travers des certificats d'économie d'énergie et avec notamment le CLER. On a ensuite relayé des communications sur les tarifs sociaux. On a édité une plaquette sociale parce qu'on s'est aperçu que les tarifs sociaux, même s'ils sont très très bien maîtrisés par les acteurs sociaux, les travailleurs sociaux, ne le sont pas par les collectivités et encore moins par les ménages concernés. Et puis rapidement, c'est le chèque énergie qui a pris le relais. Donc on a constaté que l'État communiquait très très mal, en tout cas dans les départements, sur le chèque énergie. Lorsqu'il a été lancé, c'était presque confidentiel.
Donc, on a décidé, nous, dans l'Asnières, de faire un peu de bruit, c'est-à-dire qu'on a réuni les acteurs de la précarité énergétique, les acteurs sociaux et du logement pour les informer sur le déploiement du chèque énergie, pour relayer surtout. On a fait des communiqués de presse, voilà, on a mis sur les sites internet de manière à faire en sorte que ce chèque énergie ne soit pas perdu. Alors aujourd'hui, on fait partie des départements, je pense, où le chèque est le plus utilisé. Néanmoins, on faisait le constat que encore un chèque sur 4 n'est pas utilisé par les bénéficiaires potentiels. Donc là aussi, c'est quand même fort dommage. Même si ça ne révolutionne pas tout, c'est important à mobiliser. Et puis, ma collègue ambassadrice de l'énergie, là, cette année, avec le SNIM qui a été plus réduit, effectivement, on n'a pas pu faire des visites, mais elle a quand même réalisé des pré-diagnostics grâce à tout le travail de concertation du SNIM. Il faut dire aussi, le SNIM, l'intérêt, hein, c'est le réseau des collectivités qui sont mobilisés et qui partagent, qui échangent avec l'appui effectivement de Solibri et du Clair. C'est très précieux, donc tout le monde a essayé d'être plus intelligent et trouver des alternatives au fait de ne plus pouvoir se rendre dans les logements. Et en même temps, ma collègue ambassadrice de l'énergie a collecté toutes les informations qui arrivaient petit à petit durant le premier confinement. Et puis, au moment du déconfinement et encore aujourd'hui, donc des informations relatives aux mesures sociales spéciales énergie. Et vous le savez, hein, cette année, c'est une année presque open bar au niveau des mesures d'aide. Mais du coup, il y en a tellement que ce n'est plus lisible. Donc, elle a fait tout ce travail de recherche pour le mettre en lumière et communiquer sur site internet, communiqué de presse, etc., pour faire en sorte que ces mesures elles puissent être captées par nos ménages en précarité énergétique. Et puis, on a un élu qui se mobilise, un élu référent, qui participe à nos commissions mensuelles, font petits travaux, et qui dit les choses quand il faut les dire, donc c'est très très bien. Alors, l'enjeu, c'est aussi de détecter des nouveaux élus suite aux élections qui ont eu lieu au niveau du syndicat là, à l'automne. Là, c'est pas facile, hein, parce que souvent, je veux pas jeter la pierre, mais souvent, malheureusement, il y a peu d'élus qui se mobilisent sur ces actions-là. Je remarque, avec un peu d'ironie, que c'est souvent des élus, des femmes, qui sont notamment adjointes aux questions sociales, comme par hasard. Bon, ça serait bien que les messieurs s'impliquent aussi un peu plus sur ces sujets-là. Et puis, on travaille en partenariat, je le disais avec l'ALEC, ça va de soi, avec le département, avec les organismes caritatifs, voilà, on est engagé collectivement. Alors, ce que l'on a souhaité faire, c'est d'agir durablement et de manière pérenne. Parce qu'encore une fois, on peut vite se noyer dans la lutte contre la précarité énergétique, mettre de gros moyens et pas aboutir. Donc, c'est l'exemple du FSL, qui est un fonds curatif, où on agit en urgence pour régler des factures, pour éviter les coupures durant la période de trêve hivernale ou des coupures tout court, ou la réduction de puissance. Mais comme on dit, c'est un puissant fond. On ne s'en sortira jamais. On va pouvoir rajouter des budgets chaque année. Bon, même si on voit que depuis quelques années, les crédits sont moins utilisés, alors, par contre, les sommes allouées, les sommes moyennes par ménage augmentent avec le prix d'énergie. Le nombre de demandeurs a tendance à diminuer. Et quand on parlait des invisibles tout à l'heure, effectivement, je pense qu'on est arrivé à un niveau où les factures sont tellement importantes qu'on passe carrément en commission de surendettement. Donc, nous, on les voit plus dans le cas du FSL ou sur d'autres actions. Et puis surtout, je crois que les gens sont dépassés et ne sollicitent plus d'aide aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème de fond qui est une bombe à retardement, je pense, pour les politiques. Donc, on s'est dit, le FSL, voilà, ça mérite d'exister, mais ça règle rien, qu'il faut agir sur des mesures préventives. Et il faut passer par un fonds, notamment petits travaux, qui, encore une fois, apporte une aide financière, mais c'est surtout, ça nous a permis de coordonner nos interventions respectives et d'avoir une vraie organisation. Alors, comme pour le SLIM, hein, détection, toujours première étape, mobiliser les acteurs de terrain. Nous, principalement, ce sont les travailleurs sociaux et principalement les travailleurs sociaux du département. Alors, plus ou moins impliqués. Encore une fois, c'est une question de conviction. C'est pas dans leur fiche de poste, mais ça serait bien qu'un jour ça le soit.
Pour certains travailleurs sociaux, cette démarche de fonds de petits travaux, de visite à domicile, ça permet quand même d'apporter des réponses sur l'énergie, parce qu'ils sont quand même assez désarmés. En même temps, encore une fois, on le dit tout le temps, il y a une démobilisation au fil du temps parce que c'est assez chronophage, ça leur demande beaucoup de temps et il faut que ce soit vraiment porté par des élus. Donc cette phase de détection, elle est importante. On essaye d'élargir encore une fois le périmètre d'action aussi, d'acteurs, pardon, au fur et à mesure, d'essayer de trouver de nouveaux acteurs. Ensuite, on a l'action, et ça, c'est pour moi le cœur de tout le dispositif. Il faut aller voir. Il faut aller voir, il faut faire un diagnostic. Donc, Aurélien en parlait tout à l'heure, diagnostic socio-technique. Oui, donc nous, on le fait en binôme. On a imposé ce binôme-là, acteur social, dont c'est le métier, et on ne va pas aller sur ce champ-là, et il le fait très bien. Pour certains acteurs sociaux, cette visite permet de retourner dans les logements, d'aller voir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, leur temps de travail est compté et ils font surtout un travail en bureau et d'accueillir des familles en bureau. On voit pas ce qui se passe et là, ça permet de lever des difficultés qu'on n'avait pas perçues. Et donc, le binôme avec un technicien et moi, je dis un énergéticien aujourd'hui, ça a été notre parti pris dans la Nièvre, parce que si c'est pour travailler sur que des éco-gestes ou des factures ou des choses comme ça, on va rien régler sur le fond. Comme nous, on est confrontés quand même, enfin, on est confrontés. La réalité, c'est beaucoup de propriétaires occupants et des maisons individuelles en milieu rural. Donc, il faut agir sur le bâti forcément. Donc, il faut aller voir, il faut faire un diagnostic technique poussé. Et là, c'est les collègues énergéticiens de l'ALEC qui vont notamment faire ce travail-là et notre ambassadrice qui est formée petit à petit, qui prend le relais. Donc, c'est un vrai travail de visite et d'analyse sur place. C'est une visite qui demande du temps. Et ça nous a permis, comme je le disais tout à l'heure, de caractériser les formes de précarité. Donc, des grands logements. On réagit en proposant des travaux sur des unités de vie qui permettent l'hiver de chauffer sur une ou deux pièces. Par exemple, ça, c'est un exemple. Voilà, c'est toutes ces actions-là. Et ensuite, on oriente sur des prescriptions le plus possible quand on peut, travaux. Et quand on parle de travaux, optimisation des travaux, c'est-à-dire les travaux les plus gagnants tout de suite, immédiatement, et les travaux performants et durables. Et donc là, on essaye d'aller aujourd'hui, enfin depuis pas mal de temps, je dirais, aller dans le même sens que la région, mais comme on a affaire à des thermiciens, on est forcément dans cette logique-là, on va vers du niveau BBC. Donc ça ne doit pas effrayer, parce qu'on peut aller vers du niveau BBC par étape, et surtout, on ne va pas aller vers des travaux qui vont empêcher ensuite d'aller vers du BBC. Là aussi, c'est un choix politique. Hein. On a beaucoup de moyens financiers aujourd'hui. Il faut arrêter de diluer l'argent. Il faut que l'argent soit efficacement utilisé. Et donc, il faut aller sur des travaux qui payent et qui vont faire en sorte que les ménages sortent de la précarité énergétique. Si on fait des travaux d'urgence, changement de chaudière avec un petit peu de ventilation qui permet d'atteindre les objectifs qui vont bien au niveau de l'ANA, rapidement, très rapidement, on revient solliciter des fonds publics et on est de nouveau en précarité énergétique. Donc, quand on peut, on va aller sur des travaux, en tout cas les plus efficaces. Et puis donc, on a une commission mensuelle qui traite de tous les cas, toutes les situations qui ont été vues au travers de ces visites-là et on oriente, encore une fois, un bailleur social. Et ben, si on a un bailleur social, il se trouve que nous, notre président de commission, c'est un conseiller départemental qui est président du plus gros bailleur social. Donc, tout de suite, il prend le dossier à bras-le-corps et on a du répondant auprès de nos bailleurs sociaux. Bon, on fait savoir, hein, le département écrit puisque c'est le département qui va ensuite s'adresser aux différents propriétaires bailleurs privés ou publics. Donc, le département écrit pour indiquer qu'une visite a été réalisée, qu'il y a certainement des actions à réaliser, et on cite quelles actions, que les énergéticiens ou l'ambassadrice de l'énergie se tient à disposition de ces propriétaires bailleurs pour les aider à faire des travaux, les orienter, les conseiller, etc. Notre fonds permet aussi d'aider les propriétaires bailleurs privés à hauteur de 1 750 €. Bon, c'est une première action et puis aujourd'hui, on voit bien que ma prime rénov, on a parfois la possibilité d'intervenir et puis d'autres dispositifs. Comme les énergéticiens maîtrisent très bien toutes les aides,
ils font de l'ingénierie financière, donc on optimise aussi bien les travaux que les plans de financement. Donc ça, on peut le faire. Et donc la commission, elle est chargée d'étudier chaque cas, ça prend du temps, c'est passionnant. On a des élus qui sont présents à chaque fois, qui s'impliquent, et on fait au cas par cas, on essaie de trouver des solutions. Ensuite, il y a le travail de suivi d'accompagnement qui est fait, notamment aujourd'hui, le relais est pris beaucoup par l'ambassadrice de l'énergie, avec des rappels auprès des ménages pour les accompagner, pour aller chercher des devis, des suivis de consommation qui sont proposés gratuitement tous les mois. Donc ça aussi, c'est assez chronophage. Donc ça prend 3 jours par mois de rappeler les ménages qu'ils souhaitent et leur dire où ils en sont dans leur non seulement leur consommation d'énergie, mais tout de suite on le traduit monétairement. Donc ça permet de voir ce qu'il en est. Et puis un appui ponctuel. Alors là, j'ai mis alerte parce que ce travail-là, il est jamais financé. Donc la détection, bon, voilà, on voit qu'on a des outils au travers du SLIM et autres. Les travaux, on a des moyens financiers, mais ce travail de suivi, accompagnement, il est très, très chronophage. Les familles en ont besoin, les travailleurs sociaux n'ont pas forcément toujours le temps d'aller au bout. Et donc, c'est chronophage et il n'y a pas de financement. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui. C'est très important si on veut pas lâcher et perdre des ménages parce que ensuite on est dans un accompagnement un peu plus compliqué. Si on ne va pas sur des travaux qui sont aujourd'hui justement qui permettent d'avoir un accompagnement et notamment au travers des dispositifs de la région qui sont mis en place aujourd'hui, pour les autres on a plus grand chose. Et puis donc on renforce l'aide, le fonds petits travaux, le fonds Nivernet d'aide à la maîtrise de l'énergie, proposait au départ d'abonder des travaux qui n'étaient pas éligibles aux aides de l'ANA. Et puis rapidement, on s'est aperçu qu'on avait 40 à 50% de projets qui pouvaient être éligibles à l'ANA. On participait à la détection, donc on orientait ensuite vers l'ANA et vers l'opérateur ces projets qui avaient été détectés. Et ensuite, on faisait déjà préalablement, si vous voulez, un peu une feuille de route de travaux qui nous semblait les plus optimums. Donc, on a abondé un petit peu notre fonds Nivernais, c'est maximum 3 500 €. Néanmoins, c'est toujours bon à prendre pour boucler les plans de financement. Et puis, on propose à chaque fois dans cette commission des nouvelles solutions d'auto-réhabilitation accompagnée, l'ARA. On voudrait l'expérimenter. On vous propose de faire évoluer les politiques des collectivités. Et à chaque fois, on se bat pour réduire le reste à charge, trouver des solutions avec les prêts à taux zéro, les fonds d'avance, etc. Et puis, on agit aussi dans le cadre des visites et lors d'ateliers sur des animations éco-gestes, la lecture de factures. Alors, pour terminer, nos objectifs aujourd'hui, c'est d'aller plus loin sur l'observation avec justement Opter, l'Oreca et Précaritaire. On aimerait travailler effectivement sur cette cartographie du territoire et notamment aujourd'hui faire la cartographie des visites que l'on a réalisées depuis 2013. Je crois qu'on doit être à 700 visites, quelque chose comme ça. Et malheureusement, comme on n'a pas mis en place notre base de données et on n'est pas assez outillé, on s'est aperçu ces derniers temps que, comme mes collègues, c'est pas toujours les mêmes qui interviennent, il y a du changement, etc. On a pu retourner dans certains logements 2 fois parce que les locataires avaient changé et les propriétaires bailleurs, malheureusement, étaient toujours les mêmes. Donc, il y a un vrai problème aussi des aides qui sont données, notamment de l'allocation logement. Effectivement, le locataire s'en va, l'allocation logement, elle est attribuée aussi aux locataires et on règle rien sur le bâtiment et donc le propriétaire bailleur peut encore continuer à louer des logements énergivores. On souhaite inciter encore plus d'acteurs à s'impliquer, encore une fois, aller voir les collectivités, les nouveaux élus, faire un travail un peu de terrain, notamment dans le cadre des plans climat et des démarches territoire à énergie positive, que le CIEN accompagne par ailleurs, donc ça permet aussi de bien flécher la précarité énergétique. On veut toucher à un moment donné effectivement tous les services de santé, services médicaux. Ça demande du temps, donc on le fait à petite touche, on l'a pas encore vraiment fait. On travaille avec des structures qui accompagnent les jeunes, foyers de jeunes travailleurs, les missions locales, etc. Donc ponctuellement dans le cadre d'animation, mais c'est aussi très chronophage. Les aides à domicile, depuis le début, on l'a pointé, on a essayé avec l'union départementale
de sensibiliser, de mobiliser. Bon, ça fonctionne toujours pas. Encore une fois, il nous faudrait du temps pour reprendre notre bâton de pèlerin et retourner vers ces structures qui, effectivement, elles sont au cœur de la détection. Ça, c'est une évidence. Travailler sur les financements parce qu'on a encore des restes à charge qui bloquent. Encore une fois, quand on va vers des plans de financement et des travaux optimisés, de fait, l'autofinancement, le reste à charge peut augmenter. Et pour moi, c'est insupportable aujourd'hui, alors qu'on a mobilisé beaucoup de financements publics, c'est insupportable aujourd'hui de ne pas pouvoir boucler les plans de financement et d'abandonner les projets. Donc, on a encore quelques pistes pour aller chercher des financements, faire en sorte que le reste à charge soit minimisé. Aujourd'hui, on a les projets le dispositif de la région au travers d'EFI Logique qui permet d'aller sur des audits énergétiques et d'ailleurs le fonds petits travaux proposait de financer le reste à charge de l'audit par exemple, donc on s'adapte à chaque fois et ces audits permettent d'aller sur des travaux niveau BBC et aujourd'hui nos visites à domicile permettent de détecter et d'orienter vers encore une fois des travaux BBC. Donc, c'est beaucoup de temps, mais c'est vers cela qu'il faut aller. La question de la mobilité, le CIEN a recruté un chargé de mission de mobilité pour travailler avec les collectivités. Il a déjà réalisé 2 études territoriales qui incluent ce volet précarité énergétique. Et puis, on souhaite remettre en place des rencontres départementales pour réunir tous les acteurs de la précarité énergétique. Voilà. Et puis encore beaucoup d'autres choses. Je suis allée assez rapidement sur ce que l'on a fait, mais n'hésitez pas s'il y a besoin de précision. Je ne rentre pas trop dans le détail pour l'instant. Merci beaucoup, Anne. Oui, alors, est-ce que si vous avez des questions, donc n'hésitez pas dans le chat. Pour l'instant, j'en vois pas de questions de précision. Il y avait beaucoup de choses. S'il n'y en a pas, moi j'en aurais une peut-être pour en savoir un peu plus sur le développement de l'autoréhabilitation accompagnée que tu as cité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Donc, l'idée, c'est effectivement, vu qu'on a beaucoup de propriétaires occupants, des maisons individuelles, c'est de responsabiliser aussi les occupants de ces logements en les faisant participer aux travaux, c'est de réduire les coûts aussi, c'est non pas de prendre le travail des artisans, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a plein de démarches depuis longtemps qui existent en France, en Bourgogne-Franche-Comté, Julienne Javel a été citée, où on s'aperçoit que finalement l'autoréhabilitation accompagnée génère plutôt des travaux pour les artisans. Donc c'est de faire du travail en amont qui leur facilite d'ailleurs l'intervention, mais de réduire en même temps les coûts par la suite. Et donc il faut déjà qu'on puisse faire un peu un état des lieux de tous les dispositifs publics en place, qu'on mobilise les acteurs locaux. Par exemple, en milieu urbain, on avait une régie interquartier qui est aussi une épicerie solidaire qui pourrait être un relais sur un quartier pour intervenir, faire de l'animation, de l'accompagnement, mobiliser des voisins, le quartier, etc. pour aider à l'autoréhabilitation. En milieu rural, il faut qu'on identifie aussi ces acteurs-là, notamment avec les collectivités. Donc cet état des lieux, on était parti pour le faire avec les compagnons bâtisseurs, qui sont une des grosses structures nationales qui travaillent sur l'autoréhabilitation accompagnée, et avant de partir sur des chantiers témoins un peu de travaux pour prouver aux élus que c'était, encore une fois, une corde de plus à notre arc, qu'on n'allait pas faire des 100 et des 1000, bien sûr, de chantiers, mais qu'on allait en faire quelques-uns qui allaient être révélateurs, qui allaient mobiliser un petit peu tout le monde, et qui allaient être une alternative sur des projets qui peuvent aussi ne pas être financés par ailleurs. Et notamment, le plus gros bailleur social était aussi très intéressé. Voilà. Alors, tout ça, il fallait financer une étude d'action qu'on n'a pas pu au départ financer. Ça a été très compliqué. Là, courant 2020, on a eu un financement du FNADT dans le cadre d'un contrat de territoire de transition énergétique. Donc, du coup, c'est l'ALEC qui va l'apporter, puisque le département ne s'engage pas à nos côtés. Et du coup, le CIEN, qui est toujours présent, a décidé de cofinancer cette étude, même si les particuliers, c'est pas la cible des syndicats d'énergie. Le CIEN souhaite qu'on puisse observer et faire ce travail-là, et on va le lancer dès que possible maintenant avec les compagnies bâtisseurs. Et c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux. Je ne sais pas si Julienne Javel veut intervenir à ce niveau-là. Je vois qu'il y a Madame Guichard, par contre, qui veut intervenir. Je vous laisse vous présenter, Madame.
Oui, bonjour, je suis Marine Guichard, chef de projet hébergement logement au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité, Bourgogne-Franche-Comté. Alors merci beaucoup pour cette présentation de ces actions qui ont été, enfin, qui sont conduites dans la Nièvre. Je voulais apporter une petite remarque concernant les acteurs associatifs de lutte contre l'exclusion. Que je connais bien et en particulier sur le territoire de la Nièvre. Est-ce que ces associations-là, comme par exemple Pagode, l'ANAR, Nièvre Regain, sont déjà associées à ces actions? Je sais par exemple que l'association Pagode intervient notamment sur les problèmes enfin, sur la prévention des expulsions, en lien notamment avec les bailleurs sociaux. Je sais aussi que le service intégré d'accueil et d'orientation et SIAO du département a obtenu récemment un renfort, ce qu'ils appellent un renfort maraude, dans l'objectif d'aller vers les personnes en milieu rural au-delà de Nevers pour identifier les situations de non ou mal logement, dont en particulier des problématiques de précarité énergétique. Il me semble intéressant qu'ils puissent, si ce n'est pas déjà fait, être dans la boucle des actions que vous conduisez. Alors, vous avez cité l'ANAR, ils ont des travailleurs sociaux, c'est intéressant. Donc, on a déjà fait des visites ou des suivis accompagnement ensemble. Pagode, on les a approchés dans le passé, mais sur d'autres actions, donc je pourrais revenir vers eux. On travaille aussi, enfin, on travaille, non, on a informé, essayé de mobiliser aussi le relais qui intervient justement, qui est une sorte de d'AIVS, donc pour se substituer un peu aux bailleurs. Donc c'est intéressant. Par contre, c'est assez ingrat comme démarche parce qu'il faut sensibiliser, mobiliser, expliquer. On fait quelques opérations ensemble, et si on relance pas en permanence, tout ça s'essouffle. Et nous, on n'a pas toujours le temps, les moyens humains. Donc, il faudrait vraiment que tous les acteurs, à un moment donné, s'emparent aussi de cette problématique et que tout le monde converge, quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de refaire les rencontres départementales, de remobiliser. Bon, à chaque fois, on avait 110 à 120 personnes qui participaient, d'horizons très, très différents, mais même les organismes caritatifs, Resto du Cœur, la CLCV aussi, voilà, qui participent aussi à la détection. Et quand on a quelques situations, on essaie de travailler ensemble. Mais c'est une mobilisation, je dirais, une responsabilisation de chacun. Et Alors peut-être que nous, en tant que réseau, on peut vous aider aussi à faire circuler l'information, à sensibiliser ces différents acteurs qui font partie de notre réseau, voilà, au bénéfice de votre action tout à territoriale. fait. C'est excellent comme proposition et je pense que ça peut être retenu aussi pour tous les départements, et c'est une bonne chose que ces temps d'échange qui permettent toujours d'élargir plus vers de nouveaux acteurs et de nouveaux relais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention ou d'autres questions? Non? J'en aurais peut-être une pour toi, Anne, du coup, parce qu'en préparant cette rencontre, on avait évoqué la problématique du bois énergie, du bois de chauffage, pour des personnes qui deviennent âgées, donc c'est pas évident. Tu nous avais parlé d'un projet d'expérimentation sur le territoire zéro chômeur qui dans la Nièvre. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux Oui. mots, peut-être, Alors, que ça peut concerner d'autres territoires, parce que le bois énergie est quand même très utilisé en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous, par contre, on était parti du constat que l'affouage, donc la mise à disposition de parcelles forestières par les collectivités gratuitement auprès des habitants, était de moins en moins utilisée. Alors, j'avais présenté cette action il y a l'an passé
il y a 2 ans, aux rencontres nationales TEPOS, animées par Leclerc à Clamecy dans la Nièvre. Et du coup, je m'étais aperçue qu'il y a beaucoup de départements qui ne connaissaient pas la fouage parce que c'est quelque chose qui est ancestral, culturel, etc. Donc, cette mise à disposition gratuite de bois était de moins en moins utilisée avec la population qui vieillissait, qui ne pouvait plus aller couper leur bois. Et c'était un gros problème d'ailleurs pour l'ONF qui était gestionnaire de ces forêts communales parce que les forêts n'étaient plus entretenues. Alors, à ce moment-là, on s'était dit, mais il faut faire en sorte que ce bois de la fouage soit coupé, façonné et proposé notamment aux ménages en précarité énergétique. Donc, il fallait recréer une chaîne d'intervenants et de services à proposer. Donc, ça voulait dire soit couper le bois et le laisser sur la parcelle, les familles allaient le chercher, le façonner, etc. Soit couper, façonner, laisser au bout de la parcelle, soit couper, façonner, la porter sur la commune ou aller juste carrément la porter, le livrer dans les ménages, en précarité énergétique notamment. Alors, moyennant effectivement un coût, mais un coût quand même inférieur à du bois qui serait acheté ailleurs, et sans concurrencer les professionnels du bois, notamment parce on avait travaillé avec quelques collectivités d'un grand massif forestier, où il y avait beaucoup d'affouage et beaucoup de bois, qui partaient sur des hypothèses de continuer de travailler avec un entrepreneur forestier local, travailler avec des agriculteurs sur de la diversification, travailler avec justement l'entreprise à but d'emploi de zéro chômeur de longue durée qui est sur Prémery, une des 10 entreprises nationales au niveau national, et donc d'avoir plusieurs hypothèses. Et donc les collectivités étaient parties sur l'idée de lancer un marché, de créer un groupement pour lancer un marché, pour faire ce bois façonné et faire en sorte que les ménages puissent se chauffer à un moindre coût avec une ressource locale qui est une énergie renouvelable. Donc voilà, aller jusqu'au bout du service parce que l'établissement à but d'emploi pouvait aussi livrer, il y avait ce service supplémentaire de livraison. Avec la problématique que l'on a aussi aujourd'hui et qu'on nous oppose souvent, oui, mais vous, bon, déjà vous êtes des écolos à l'Agence locale de l'énergie. Non, on n'est pas des écolos, sauf que le bois, c'est quelque chose qui est pérenne, durable. On a un confort, on a voilà, une énergie qui est mobilisable. Le fioul, de toute façon, on l'a appris. L'ANA cesse de financer des projets de chaudière au fioul à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est fini pour le fioul. On parle du gaz, même si demain on aura du biogaz, bien entendu, mais bon, voilà, il faut agir. Donc le bois, c'est une solution qui est intéressante, mais effectivement, pour les personnes très âgées, il y a le problème de la manutention, de la manipulation des bûches. Donc il faut qu'on aille plutôt sur les granulés. Donc à chaque fois, on pose des problématiques, et il y en a à chaque fois, rien n'est simple. Et à chaque fois, on va chercher les solutions. Donc, ce projet-là, il est en chantier. Bon, il y a des chargés de mission qui sont partis, etc. L'année 2020 était une année compliquée. Donc, il est toujours en chantier. Il va être relancé, activé. Et encore une fois, c'était une réponse très locale, comme vous avez tous dans vos départements des problématiques et des réponses locales. Très bien, merci. Alors, Aurélien, tu voulais réagir, poser une question? J'ai une petite question sur le fonds d'aide aux travaux. Anne, vous évoquez un montant de 1 700 € d'aide aux travaux pour les propriétaires bailleurs. Alors, je n'ai peut-être pas entendu, mais pour les propriétaires occupants, ça représente quelle somme moyenne ce fonds d'aide aux travaux? C'est 3 500 € pour les propriétaires occupants. Ça peut être aussi une aide pour les locataires, cumulée avec le FSL. Bon, alors dans la Nièvre, il y a un FSL petits travaux qui a vu le jour. Bon, le mieux aurait été qu'on ait qu'un fonds, mais bon, peu importe. Mais voilà, donc on est à 3 500 €. Encore une fois, au départ, l'idée c'était de dire le programme Habiter Mieux se mettait en place. On se disait bon bah il y a le programme Habiter Mieux, mais il y a tous ceux qui sont pas éligibles, notamment les locataires, et puis il y a les travaux qui ne vont pas rentrer dedans. Donc c'était notre objectif. Mais finalement, on s'est dit aujourd'hui on peut financer des travaux qui sont pas éligibles à l'ANA pour plein de raisons, plein de critères, ou des travaux éligibles à l'ANA où on va réduire ce reste à charge. Et du coup, ça nous a permis de sortir des beaux projets aidés par l'ANA parce qu'on a pu réduire le reste à charge et les projets, ils étaient acceptables et ça passait. Oui, c'est le constat qui est fait sur les fonds d'aide aux travaux, en tout cas au niveau national. Effectivement, il y a les ménages non éligibles à l'ANA
et les autres pour lesquels le fonds travaux permet justement de compléter le reste à charge, enfin, de couvrir une partie du reste à charge s'il n'y avait pas eu ce fonds de travaux. Quoi. Nous, on s'est beaucoup inspiré notamment du GEFOSAP, on le cite souvent dans l'Hérault, c'était un peu les précurseurs. Oui. C'est un espace info-énergie aujourd'hui, donc nous, ça nous parle, forcément, on partage les mêmes valeurs et on va dans la même direction. Oui, pour ceux que ça intéresse, sur les fonds sociaux d'aide aux travaux, il y a une fiche de synthèse qui a été faite par le rappel. Je vais vous envoyer le lien dans l'onglet discussion. Voilà. Merci, c'est une ressource qu'on ajoutera.